Faire son métier d'enseignant, c'est se poser mille et une questions. Surtout parce que nos élèves n'ont pas compris ce qu'on leur proposait, parce que le cours proposé sur le papier fonctionnait mais en réalité était d'un profond ennui, parce que c'est vraiment le bazar dans la classe. Tout est sujet à question, à renouvellement, pour trouver des solutions et ainsi permettre à nos élèves de mieux apprendre. Mais mieux, c'est quoi? Pourquoi ne suis-je pas satisfaite de ce que je propose? Qu'est-ce que je veux vraiment changer? Pour se mettre en mouvement, en projet, il faut pouvoir se donner un cap, prendre du temps pour choisir sa route et bien sûr, s'assurer d'arriver à bon port. Hein, c'est ce travail que nous propose Bastien Wagner, créateur du site Se réaliser. Passer de l'idée à l'action. Bienvenue Bastien. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te retrouver par écran interposé. Dis-moi, si tu Moi devais nous aussi. donner à entendre ce qu'est un projet mené idéalement, ça donnerait quoi? Alors un projet mené idéalement, c'est déjà un projet pour moi avec un cap, c'est-à-dire qu'on sait où on veut aller. Ça, c'est la première chose et puis ensuite, un projet bien mené, c'est un projet où on va avoir des jalons, des étapes, où on va pouvoir au fur et à mesure vérifier qu'on progresse bien, en tout cas qu'on progresse dans la bonne direction et ce qui permet d'ajuster les choses, au fur et à mesure, éventuellement de changer, peut-être même les objectifs parfois, à la marge et c'est ça qui, pour moi, fait un projet, bien mené. Puis à la fin, quand on aura passé les différentes étapes, eh bien, c'est de prendre aussi le temps de tirer les conclusions et les enseignements du projet qu'on a mené pour de futurs projets par la suite. Génial. Ben voilà, tout ce dont on va parler ensemble. Se donner un cap, progresser, ajuster s'il le faut et tirer des enseignements. OK, alors, se mettre en mouvement, OK, avoir un projet, OK, mais comment on identifie ce qu'on veut vraiment changer? Alors, avant de commencer à travailler sur un projet, ce qui est important, c'est de passer par une phase un peu de réflexivité, une phase un peu de prise de recul, de prise de hauteur pour pouvoir savoir exactement ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, il faut savoir d'où on part et qu'est-ce qui procure des insatisfactions. euh, voilà, quelles sont les problématiques qu'on essaye de régler. Alors, c'est pour ça que c'est important quand on fait des projets, surtout quand on est dans une démarche de projet un peu récurrente, quand on est enseignant, bon, il y a toujours des projets pédagogiques ou des projets pour travailler sur le climat de classe ou sur plein d'autres choses. Et c'est jamais fini. On a toujours des nouveaux élèves, on a toujours des nouvelles classes, il y a toujours des nouvelles problématiques. Il y a aussi toujours des nouvelles réformes ou des nouveaux objectifs qu'on nous fixe à l'extérieur. Donc c'est important de toujours prendre ce temps en amont de réflexion. Et donc dans les pratiques, ce qu'on appelle la pratique réflexive, l'idée c'est déjà de regarder ce qui vient de se passer et ce qui nous donne envie de changer quelque chose. Donc pour ça, il y a un cycle par lequel on peut passer. Il y a deux aspects qui sont très importants. C'est l'aspect, on va dire, un peu plus émotionnel, pensé, un peu plus spontané, un peu plus à chaud, on va dire. Et puis un aspect un peu plus rationnel, un peu plus analytique, pour pouvoir tirer toutes les informations de la situation précédente, ce qui nous permet de construire un objectif non seulement qui sera pertinent pour nous, mais qui sera aussi motivant. Alors, dans ce que tu dis, je me dis que finalement, si on doit faire ce travail, c'est que parfois on pourrait se mettre en projet sur enfin sur un malentendu finalement, sur quelque chose qu'on n'aurait pas identifié. Bah, on peut se mettre en projet, et ça peut être aussi intéressant parfois de suivre des envies ou des motivations, mais on peut se mettre en projet parfois en voyant, je sais pas, on voit une nouvelle méthode, quelque chose d'intéressant, on se dit: «Ah bah tiens, je vais tester directement», sans avoir forcément pris le temps de regarder si ce type d'approche-là pouvait nous correspondre déjà en tant que personne, en tant qu'enseignant par exemple. Et surtout si ça peut correspondre à la situation. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que, vu le contexte dans lequel on va essayer d'appliquer cette méthode, est-ce qu'on peut l'appliquer directement comme ça ou est-ce qu'il y a des choses à adapter? Et donc, c'est important de faire ce travail, de regarder ce qui s'est passé avant, vraiment en séparant les étapes, c'est-à-dire en regardant objectivement donc les faits, qu'est-ce qui s'est passé,
subjectivement, qu'est-ce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai pensé quand il y a eu telle ou telle difficulté qui s'est présentée. Ensuite, on regarde un petit peu, on fait l'analyse de tous ces éléments-là, qu'est-ce qui est positif et de négatif dans les faits objectifs et dans les éléments plus subjectifs que j'ai pu penser, ressentir, etc. Et à partir de cette matière première, on va vraiment séparer les différentes choses pour pas mélanger les émotions, les faits avoir tout en même temps. À partir de ce moment-là, là, on peut commencer à tirer des conclusions. On a mis des choses par écrit, on a un petit peu regardé. Et là, on peut commencer à faire la connexion, peut-être avec une méthode qui nous intéresse, qu'on a envie d'appliquer, ou peut-être pour se dire, bon, ok, maintenant, cette situation-là, comment est-ce que je peux essayer de trouver des solutions pour que ça s'améliore? Est-ce que finalement, il y a vraiment besoin que ça s'améliore? Ou alors, est-ce que c'est une amélioration sur quelque chose de très objectif, d'outillé? Est-ce que c'est plutôt moi, dans ma manière de percevoir les choses aussi, où je dois faire un travail? Donc voilà, il y a il n'y a pas de réponse universelle, évidemment. Ça dépend des situations. Donc là, ce premier travail que tu nous invites à faire, c'est d'identifier cet objet du changement sur lequel on veut agir. On on se donne un objectif, mais c'est quoi atteindre un objectif? Parce que c'est vrai que c'est des formules qu'on utilise, se faire avoir un objectif, est-ce qu'on a atteint un objectif? Mais finalement, c'est quoi atteindre son objectif? Alors, atteindre son objectif, c'est déjà bien définir un objectif. Pour pouvoir, la meilleure chose pour rater un objectif, c'est d'avoir un objectif mal défini. Parce que s'il est mal défini, on pourra jamais forcément l'atteindre ou savoir si on l'a atteint ou au contraire penser qu'on l'a atteint alors en fait non. Donc l'idée d'un objectif, bon alors là il y a plein de méthodes, hein, on parle des objectifs SMART, il y a plein d'autres approches, hein, pour les objectifs. L'idée de l'objectif principal qu'on va se fixer, c'est qu'il doit toujours être précis. Donc il faut toujours avoir vraiment, si je mets telle méthode en place dans ma classe, c'est pour faire quoi? C'est quoi mon objectif? À la fin, la situation, par exemple, de la classe ou ou tel élève, elle va se définir comment? Comment est-ce qu'on peut la spécifier, la caractériser? Deuxièmement, il faut que ça soit quelque chose aussi alors ça va un peu avec le spécifique, mais qui soit limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on ait pas un objectif qui soit repoussé, de repousser, parce que ça, en termes de motivation, c'est pas très efficace. Et puis, ça permet pas forcément de trouver la bonne méthode non plus, parce que si on n'a pas de date finale, de date butoir, on peut toujours repousser les choses. Et donc, une méthode qui peut-être va être efficace sur 3 semaines, ou un outil sur 3 semaines, ne sera pas forcément aussi efficace si on le repousse sur 2, 3 mois, et ça va finir par aussi épuiser notre motivation. Après, les autres choses, c'est qu'il faut qu'il soit réaliste. Il faut qu'on ait les moyens aussi de faire les choses. Il ne s'agit pas de se démotiver au moindre obstacle, mais il faut aussi adapter les choses pour que ça soit en lien avec nos capacités, déjà nos compétences éventuellement, et puis nos capacités des fois matérielles ou financières de mettre. Parce qu'il y a des super trucs qu'on peut mettre en place. Enfin, s'il faut changer, refaire toute la salle de classe, etc., mobiliser 10 collègues, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, il faut aussi adapter les choses par rapport à ça. Il faut bien sûr que ce soit pertinent, qu'on ait envie de le faire, que ce soit pertinent pour soi, que ça a un intérêt. Et puis après, ce que je disais en introduction, c'est cette idée, une fois qu'on a un objectif bien précis, bien posé dans le temps et qui est réaliste, c'est d'essayer de commencer à le découper, c'est-à-dire faire des sous-étapes. Comment est-ce que je vais progresser vers cet objectif final? Et à chaque sous-étape, pardon, et comme pour l'objectif final, il faut des mesures. Comment est-ce que je mesure que j'ai bien atteint l'objectif? Ça peut être, enfin, c'est bien d'ailleurs même de faire 2 choses, des mesures objectives. Si on peut mesurer les choses, par exemple, j'en sais rien sur le climat de classe ou sur la performance des élèves sur tel ou tel domaine, comment est-ce qu'on le mesure? Et comme ça, on sait si on a atteint notre objectif ou si on s'en rapproche. Et puis des mesures subjectives aussi. Par exemple, est-ce que je me sens progresser en compétences? Est-ce que je sens que là, je suis en train de progresser vers mon objectif? C'est aussi important. C'est pas suffisant, mais c'est important aussi d'avoir des mesures subjectives pour avoir le sentiment de se dire, quand j'aurai ce sentiment-là, cette sensation-là, je saurai que je suis un peu plus proche de mon objectif. Est-ce que tu m'accompagnerais et je me prêterais à cet exercice, à essayer de formuler un objectif, précis, spécifique, réaliste et que je puisse découper? J'ai un souci dans ma classe, il y a un bruit infernal, mais vraiment il y a du bruit, mais si je me donne un objectif du type, je veux que le silence règne dans ma classe,
a priori, je cours à la catastrophe, non? Bah, tout dépend de l'échéance. Heu, Et à Tout quel dépend de moment? l'échéance et voilà et tout dépend aussi heu, de ce qu'on veut mettre en place pour y arriver. C'est-à-dire qu'évidemment, si l'objectif, c'est de se dire, on va passer d'une classe, bruyante à une classe silencieuse en 2 semaines, bon, ça peut être un peu compliqué. Donc l'idée là, c'est l'objectif est pas forcément mauvais, mais c'est comment est-ce qu'on va, le caractériser? Qu'est-ce que c'est qu'une classe silencieuse déjà? Est-ce que c'est une Ça, classe où, il y a aucun élève qui parle et où tout le monde écoute, et tout le monde copie? Ou est-ce que, une classe silencieuse, c'est une classe où les gens s'écoutent un peu plus? Voilà, déjà il faut bien définir l'objectif. Parce que sur un terme, comme celui-là, je pense qu'entre 2 enseignants, la notion de silence parfois, elle va être assez variable. Donc, ça, c'est la première chose à faire déjà. très bien. Et du coup, je peux essayer de faire l'exercice. Donc j'ai toujours ma classe très bruyante et je me dis que je veux je veux spécifier les moments, où il y a réellement besoin de silence et d'autres où il y aurait possibilité qu'il y ait un peu plus de bruit parce que certaines activités, sont plus pertinentes à échanger, voilà, à être en mouvement et donc peut-être que là, déjà, je me mets un peu plus en réussite finalement. Oui, puisque là, on recentre l'objectif sur des moments où, la notion de silence ou de calme est pertinente et adaptée. Donc d'un objectif très global de: «Je veux que ma classe soit plus calme, plus silencieuse», un peu en général, un petit peu de manière un peu floue, en sachant qu'évidemment aucune classe n'est silencieuse 100 du temps. L Ça, c'est sûr que c'est une réussite, enfin, c'est une recette pour l'échec. Alors que si on commence à spécifier des moments en se disant: «Bon là, c'est vraiment important». On peut commencer peut-être avec certains moments spécifiques où on sent que c'est vraiment primordial et travailler d'abord là-dessus et après essayer de construire autour de ça pour recréer un climat de classe un peu plus apaisé. Et le mesurable dans cet objectif, ça pourrait être quoi? C'est, de simplement par exemple, d'avoir un timer sur moi et de minuter les temps de calme qui augmentent au fur et à mesure. Est-ce que ça, c'est mesurable? Ça peut être ça effectivement, ça peut être, le nombre de fois où on est obligé d'appeler au calme la classe, ça peut être plein de choses différentes. Mais par contre, c'est vrai que c'est important de le mesurer, au début, de faire déjà l'état de ce que c'est actuellement, pour pouvoir mesurer la progression. Parce que si on se dit, effectivement, il faut qu'il y ait tant de minutes, si je vais vraiment au bout du truc, disant: «Ben voilà, sur, mes sortes de classe, il faut qu'il y ait tant de minutes de calme». Mais si on ne sait déjà pas actuellement à quel point, c'est calme ou bruyant, de manière quantifiable, j'entends, c'est un peu plus compliqué après de voir sa progression. Et peut-être qu'une progression de 15 ou 20 minutes de calme en plus, dans une journée, c'est déjà énorme. Peut-être que par rapport à ce qu'est une classe bruyante actuellement pour tel ou tel enseignant, ça ne sera pas suffisant ou ce sera anecdotique de rajouter 15 minutes. Donc là aussi, hein, les objectifs, il faut se les approprier, il faut les construire soi-même. Donc il faut bien se mettre des étapes et des mesures précises, qui permettent de mesurer sa propre progression, plutôt que des mesures, qu'on irait chercher à droite à gauche et qui seraient, dans l'absolu comme ça et qui sont pas forcément très pertinentes. On prend un temps fort d'état des lieux, on pose les choses, on détermine vraiment ce qu'on veut changer. À partir de ça, on se formule, un objectif. Bah, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à, comme dirait la formule populaire. Mais pour le coup, il y a plus qu'à, mais comment? Comment on balise ce chemin et avec quoi? Alors la première chose, donc à fixer, c'est de se dire, quelle est la période sur laquelle j'ai envie de travailler? C'est-à-dire quelle est l'échéance de mon objectif final sur lequel je vais travailler? Ce qui peut être, bien, surtout quand on commence à essayer de se fixer des objectifs, c'est de ne pas partir sur des périodes trop longues. Et donc là, on a tout un ensemble de méthodes de gestion de projet, qui s'appellent alors pour faire très simple et résumé, qui s'appellent les méthodes agiles, qui sont très utilisées, qui viennent d'abord du développement informatique à la base, développement d'applications, qu'on peut appliquer, dans ces cas-là aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des périodes très, très courtes où on va tester les choses et l'idée, c'est de travailler par itération, par récurrence
on teste des premières choses. L'idée, c'est pas de faire parfait, c'est de se mettre en mouvement et de commencer à agir, de faire un premier cycle, de tester et ensuite de voir ce qui fonctionne pas et d'améliorer à partir de là. Donc l'idée, moi, que je pousserais plutôt dans ces cas-là, c'est d'aller plutôt sur ce genre d'approche, c'est-à-dire des approches où on va se fixer des objectifs sur quelques semaines. En général, dans les méthodes agiles, comme ça, on ne va pas dépasser les 1 mois, 6 semaines grand maximum. Donc ça peut être même sur quelques jours, si on veut tester des petites choses pour commencer. Ce qui permet de garder une certaine motivation aussi, de ne pas se lancer tout de suite dans des projets gigantesques. Non pas que ça puisse être, enfin, que ça soit pas sympa de faire des grands projets, mais quand on commence, c'est bien d'abord de se tester un petit peu sur des petites choses. Et puis, en fait, là-dedans, donc on va fixer l'objectif avec donc cette deadline et on va se mettre des jalons. Par exemple, si on a un objectif sur 3 semaines, on va faire un petit bilan toutes les semaines pour voir comment avancent les choses. Et donc là, même fonctionnement, hein, toujours des mesures, des choses qu'on peut mesurer pour voir si on progresse bien. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, on va adapter. Et au bout des 3 semaines, par exemple, on va faire un bilan un petit peu plus conséquent. Voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai atteint mon objectif par rapport aux mesures que je m'étais fixées? Est-ce que j'ai atteint, je dis n'importe quoi, 20, 50, 80% d'objectifs? Et à partir de là, est-ce que c'est une méthode peut-être que j'ai envie de continuer à mettre en place, à déployer un peu plus? Est-ce que j'ai envie d'ajouter quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai envie peut-être de tester dans un deuxième temps une autre méthode et de faire des cycles comme ça au fur et à mesure pour avancer vers, par exemple, si on reprend l'objectif d'avoir une classe un peu plus calme, peut-être qu'on va pouvoir tester plusieurs méthodes pour tester ce grand objectif qui peut occuper sur, par exemple, un trimestre. Et on va tester plein de petites méthodes comme ça au fur et à mesure, ce qui permet d'être en mouvement plus rapidement et de ne pas s'engager non plus sur des choses trop longues ou trop lourdes. Mmh. La question du temps, de la planification, elle est, je pense, importante, ou en tout cas à t'écouter, elle est importante. Concrètement, enfin, je sais pas, on écrit, on note ça dans son agenda. C'est très opérationnel ce que je te demande, mais je Oui, trouve que ça peut être très cadrant. C'est-à-dire que si on laisse tout comme ça un peu en suspens, je suis pas sûre qu'on y alors arrive. c'est hyper important, hein. C'est hyper important d'effectivement d'écrire les choses. Quand on parlait de faire le bilan en amont avant de commencer un petit peu de réfléchir, c'est bien de passer par l'écrit. Le fait de passer par l'écrit, ça met une distance, ça permet d'articuler les pensées aussi et surtout ça laisse une trace. Ce qui fait qu'on pourra toujours se référer à ça par la suite. Donc c'est la même chose, quand on fixe un objectif, c'est bien de trouver une formulation finale qu'on va mettre par écrit avec une date en disant voilà, l'objectif c'est d'atteindre telle chose à telle date et donc ça sera mesuré de telle manière. Et ensuite, derrière, on peut décliner en disant ben voilà, peut-être qu'il y a une première étape, premier sous-objectif, ça va être à telle date avec telle mesure, deuxième sous-objectif, etc., etc. Donc c'est important de le noter. Après, en fonction du fonctionnement des uns et des autres, ça peut être noté dans le planning, ça peut être noté voilà, de manière numérique ou de manière papier. Mais c'est important d'avoir des mesures aussi comme ça. On peut faire, certains aiment bien faire des tableaux, certains aiment bien avoir un petit carnet sur lequel ils vont noter et puis ils vont peut-être même remplir une barre pour dire voilà, l'objectif est atteint à 30%, etc. C'est important que les outils qu'on utilise pour travailler sur les objectifs, on se les approprie. Donc, il faut aussi que l'outil on va dire que le support nous plaise, mais c'est important d'avoir effectivement une trace. Mmh. Ça veut dire concrètement, c'est se donner des rendez-vous avec soi-même aussi, hein, sur, se dire: «OK, je vais investir du temps là-dessus et je vais m'astreindre à me poser, sinon ça restera quelque chose de flou sur lequel finalement je ne pourrai pas travailler». Et c'est important de fixer en fait les choses, de les mettre par écrit pour leur donner aussi un côté un peu tangible et une traçabilité. Parce que sinon, effectivement, enfin, le quotidien prend très vite le dessus, hein. Il y a il y a mille autres choses à faire. Donc, si on note pas au fur et à mesure et qu'on n'a pas une traçabilité, on va très vite, une fois, en fait, si on n'a pas de support de traçabilité et de rendez-vous avec soi-même, une fois que la motivation initiale est passée, celle qui nous donne envie d'y aller, celle qui nous donne envie de nous mettre en mouvement au début, peut-être, tiens, telle méthode que j'ai vue qui m'interpelle, que j'ai envie de tester. Une fois que cette motivation-là est passée, et elle passe, et elle va passer, et c'est normal, et bien, si on n'a pas des engagements, une traçabilité, une organisation qui fait
qu'on peut maintenir la motivation, d'où l'intérêt aussi des objectifs intermédiaires pour garder ces caps assez proches. Et bien forcément, on va passer à autre chose, on va oublier, on va abandonner parce que voilà, on a tous plein d'autres choses à faire et les enseignants ont plein d'autres choses à faire à plein de moments de Oui. l'année. Donc, voilà. Oui, oui, oui. Alors, ce que je retiens là, c'est qu'il y a une nécessité à se voir progresser dans ce projet et vers cet objectif qu'on s'est donné. Parce que si on se met en projet, si on se met en mouvement vers quelque chose, c'est qu'il y avait un manque quelque part. Donc, la motivation, c'est de combler ce manque. On a fait un état des lieux, on a identifié que, OK, si je me donne cet objectif, a priori, je devrais pouvoir me voir progresser. Et je trouve que c'est intéressant, par exemple, de reprendre notre exemple du bruit dans la classe. Si je ne me donne pas de rendez-vous avec moi-même pour voir progresser, je pourrais très vite me décourager parce que finalement, là, comme ça, intuitivement, je vois pas trop les choses changer. Alors que si je me pose au bout d'une semaine et que vraiment je réfléchis et que j'ai coché, par exemple, le nombre de fois où j'ai demandé le silence et que habituellement je le fais, je vais dire n'importe quoi, hein, 20 fois par jour quand je suis en élémentaire ou 10 fois par cours quand je suis en secondaire, et que là, de façon récurrente, sur les derniers jours, bah, je suis passée à 6, 7. Et ben, c'est une progression. C'est ça. En fait, il faut quantifier pour pouvoir mesurer la progression. Sinon, on reste toujours sur des impressions et bon, on peut avoir des impressions qui sont justes, hein, mais et les impressions sont intéressantes aussi à garder en tête et voire à noter, les impressions subjectives, les pensées, et cetera. Mais il faut les mettre en regard de mesures objectives et justement la confrontation d'ailleurs peut être source d'enseignement. C'est-à-dire qu'on peut se dire: «J'ai l'impression de pas de enfin de d'avoir autant appelé au silence que d'habitude» et en fait, quand je regarde mes mesures, objectives, je me rends compte que, bah, non, ça a baissé de 30. Donc là, c'est-à-dire: «Tiens, c'est marrant, j'ai pas l'impression que j'ai, c'est pas la réalité forcément à 100. Donc ça re-questionne après les sentiments, les observations qu'on peut avoir, ça permet de les recalibrer aussi. Donc c'est intéressant, de faire ce travail-là et voir les mesures. Mais que ça soit, dans la gestion de classe ou dans n'importe quoi dans la vie, hein, quand on fait, par exemple, on reprend une activité sportive, c'est la même chose. Le fait d'avoir des mesures permet de voir qu'on progresse. Sinon, on peut avoir parfois l'impression, on s'habitue à on s'habitue au nouvel état des choses assez rapidement, hein. On est fait comme ça. Donc si on mesure pas la progression, très vite, on peut oublier qu'on a progressé, on peut oublier d'où on est parti. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et je trouve que, alors, en tout cas dans le métier d'enseignant et dans tout ce qui est lié, à la classe ou au cours, c'est aussi nous permettre de donner des feedbacks positifs à nos élèves parce qu'ils sont enrôlés dans cette histoire. Et si finalement, il y a un effort de fait de part et d'autre, si les élèves ont l'impression, peut-être individuellement de faire des efforts et qu'ils ne sont pas notés, alors que réellement il y en a, je trouve que c'est intéressant de se dire: «Ah OK, et finalement, mais ouais, bah, je pourrais peut-être le dire à mes élèves que, c'est pas encore l'idéal, mais on avance quoi». Ouais, c'est ça, ça permet d'avoir de donner un feedback qui est un peu plus étayé. Et puis après, en fonction de ce qu'on veut changer dans une classe, et cetera, évidemment, on peut aussi associer, hein, les élèves à ça. Mais après, ça dépend de l'âge des élèves, de ce qu'on veut faire, et cetera. Mais avoir des éléments de mesure, c'est aussi une des manières de donner ce feedback et d'embarquer un peu tout le monde, dans le process de changement. Si Mmh. voilà. Al alors tu le disais tout à l'heure, hein, on se donne des rendez-vous avec soi-même, on on tente d'avoir des mesures qui nous donnent à voir notre progression, mais on peut aussi ajuster, heu, notre objectif ou notre chemin. On ajuste quoi en cours de route? Est-ce on ajuste l'objectif intermédiaire, le moyen de faire? Alors ça peut être, le tout, c'est de pas tout changer en même temps. Heu, on peut changer des choses. Pour changer des choses, il faut encore une fois avoir des mesures et c'est bien d'avoir des objectifs intermédiaires, parce que ça donne des rendez-vous aussi. C'est-à-dire que ça permet de se dire, admettons, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on a un objectif, on va dire sur 3 semaines de tester quelque chose et puis toutes les semaines, on va faire un bilan intermédiaire. Ça permet comme ça de laisser le temps quand même
heu, à l'expérience de se dérouler, pour pas non plus changer, tout de suite, dès que le premier jour, ça fonctionne pas comme on voudrait, voilà. Sinon on abandonne et on change tout le temps et on teste jamais vraiment rien à fond. Hem, mais donc par exemple, si je reprends cet exemple, donc toutes les semaines, on peut se dire: «OK, où est-ce que j'en suis? Où est ma progression par rapport à l'objectif intermédiaire, par rapport à l'objectif final? Est-ce que je suis sur la bonne route ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter la cadence ou au contraire, est-ce que, en continuant comme ça, si ça continue à progresser comme ça devrait aller?» Hem, Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné? Est-ce que je peux peut-être, faire un peu moins de ceci et un peu plus de cela pour, aller un peu plus vers l'objectif? Donc l'idée, c'est plutôt d'ajuster des curseurs, et pas tous à fond en même temps, parce que sinon, en fait, on teste rien, encore une fois. Mais, l'idée d'avoir des rendez-vous intermédiaires, c'est justement de se dire: «OK, j'ai des mesures intermédiaires, j'ai des rendez-vous intermédiaires. Je peux faire un petit point rapide pour voir, si ma progression, si je suis toujours sur le bon chemin, ou si au contraire, je suis en train de faire une piste complète et au final, peut-être que j'ai mal calibré les choses ou peut-être que ma mesure est pas bonne, ou peut-être que, j'ai voulu tester quelque chose avec ces élèves-là, mais peut-être qu'ils sont un peu trop jeunes ou pas assez matures. Voilà, et donc là, on peut ajuster des choses, et justement en prenant des mesures et en prenant le temps de la réflexion, en général, on va avoir des éléments de réponse pour ajuster les choses. Il faut aussi se faire confiance sur ça. Tant qu'on a des mesures, on peut se faire confiance. Si on y est qu'au doigt mouillé et à l'instinct, c'est sûr que là, c'est un peu plus compliqué. Hem, Comment on tire enseignement? On arrive à notre échéance, on a l'impression d'avoir, plutôt, bien répondu à notre objectif. Vient cette phase dont tu nous as parlé en tout début d'émission, de cette phase de bilan, d'apprentissage. Alors, on fait quoi à ce moment-là et pourquoi? Alors, à ce moment-là, l'idée, c'est, de tout mettre un peu à plat. Donc si on a pris des notes, si on a pris des mesures, on peut, voilà, essayer de remettre tout ça ensemble. Alors si on a fait ça au fur et à mesure, en général, on a déjà un petit peu on va dire un schéma ou quelque chose qui permet de résumer les informations. Et l'idée, c'est de se dire: «OK, j'ai des mesures, objectives qui ont été prises au fur et à mesure». Donc, par exemple, le nombre de fois où j'ai rappelé au calme et cetera. J'ai noté aussi au fur et à mesure, quand je faisais mes petits points intermédiaires, comment je me sentais, ce qui me paraissait fonctionner ou pas. Et en regardant tous ces éléments-là, au global, et puis avec son impression globale aussi, et peut-être une mesure d'atteinte d'objectif, final, on a des éléments donc objectifs, des éléments subjectifs, à partir desquels on peut commencer à faire une analyse et donc se dire: «OK, pourquoi est-ce que ça a fonctionné ça? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné?» Quels étaient les éléments, que j'ai notés aussi peut-être de manière un peu plus informelle, qui ont fait que quand, j'ai appelé au calme cette fois-ci, les élèves n'étaient pas réceptifs? À mon avis, qu'est-ce que j'avais noté et cetera? Et en faisant un petit peu l'analyse de tout ce qui s'est passé dans ces semaines-là, on peut commencer à tirer les conclusions de l'efficacité de ce qu'on a voulu mettre en place. Hem Et donc à partir de là, une fois qu'on a ça, on peut commencer à réfléchir peut-être à d'autres approches ou au fait de poursuivre cette approche-là, et de se fixer, de repartir en fait dans une phase après d'objectifs, alors soit d'un nouvel objectif, soit de se dire: «OK, cette pratique-là, je la valide, ça fonctionne, donc je vais l'intégrer maintenant, ça va faire partie des choses intégrées de manière «normale» entre guillemets dans mon quotidien d'enseignant». Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps et c'est bien de vraiment séparer le côté mesure objective, j'insiste un peu là-dessus, mais les faits de ses ressentis. Les 2 sont importants, mais en faisant ça de manière séquentielle, d'abord les faits, ensuite les ressentis, en fait, on évite de tout mélanger et chaque, élément, du coup, apporte des choses très, très intéressantes, et ça permet ensuite, dans un deuxième temps, justement, d'avoir les apports des uns et des éléments objectifs et des éléments subjectifs, et d'en tirer vraiment toutes les conclusions, toute la richesse, plutôt que de vouloir tout faire en même temps, où très souvent après on mélange un petit peu les choses. Donc et quand on teste plusieurs choses, plusieurs dispositifs peut-être comme ça, au fur et à mesure, on a aussi un peu on va dire un carnet, un suivi des méthodes qu'on a testées, des choses qui fonctionnent pour soi, des choses qui fonctionnent pas, et au fur et à mesure, on va se construire comme ça un petit peu une base de connaissances, une base d'outils, qui va être adaptée à ce que nous, on fait au quotidien et à notre personnalité, à notre manière de fonctionner.
Mais au-delà de l'objet, du changement qu'on visait, je trouve que de faire tout le cycle de façon, rigoureuse peut aussi, j'imagine, nous permettre, de, de valider l'efficience de la méthodologie et de se dire que ce temps investi qui est un temps certain, est vraiment au service du changement et que, Heu, ces rendez-vous avec soi-même, cette réflexivité, le temps pris à me faire une carte mentale pour, savoir ce que je voulais, vraiment changer, eh bien, c'est du temps qui sert à c'est du temps correctement investi. C'est ça. Et puis l'idée toujours quand on fait cette analyse après, c'est de, bon, en tirer des conclusions et de repasser à l'action derrière. Parce que réfléchir à tout ça, c'est intéressant, c'est bien, mais si on fait que y réfléchir et se dire: «Oh bah, c'était sympa» et puis on n'en tire rien derrière en termes d'action, c'est toujours limité. Donc il faut jamais oublier que, tout ça, ça doit alors je dis pas qu'il faut que l'utilitarisme à 100, mais tout ça, il faut qu'on puisse en faire quelque chose derrière, et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse essayer de progresser. Parce que l'idée, c'est que ça se passe bien pour soi, que ça se passe mieux ou tout simplement que, on teste de nouvelles choses parce que ça nous amuse aussi de tester de nouvelles choses et qu'on y prend du plaisir, et que c'est important de prendre du plaisir dans son métier aussi. Donc voilà. Oui, oui, là, en t'écoutant, je me dis: «Oui, cette phase de bilan, elle peut permettre, de se dire: "OK, j'ai fait le bilan de cette, manière de fonctionner sur la gestion du bruit". En tout cas, j'ai vu avec mes élèves que mon objectif, c'était d'identifier les moments où vraiment il faut du silence. OK, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Est-ce que je fais une affiche pour ma classe, pour me souvenir l'année prochaine de tout ce processus et pouvoir le présenter à mes élèves? Est-ce que je fais un travail maintenant sur les autres temps, où le bruit est plus accepté et j'enrôle mes élèves avec? Mais c'est passer à quelque chose heu, pour formaliser ce que j'ai appris, durant cette phase de test. Formaliser, mettre au propre tout ça et puis derrière, bah, se relancer dans une phase, aussi d'action pour pas rester juste sur des apports, on va dire, intellectuels, peut-être parfois un peu abstraits et heu et en tirer vraiment, une motivation au passage à l'action derrière. Mmh. Alors la dernière question que j'ai, elle est plus, sous forme, de doute. C'est que dans le quotidien qui est, surmené, comme pour beaucoup de professionnels, hein, chez les enseignants, le temps peut manquer et on peut se dire à écouter notre échange, se dire: «OK, c'est super gentil, mais moi je ne sais pas du tout où je vais prendre le temps» et puis prendre tout ce temps-là, la première fois pour réaliser que c'est efficient, parce que j'ai besoin de savoir que c'est efficient, bah, non, en fait, vous savez quoi? C'était sympa, mais non. Alors, comment qu'est-ce qu'on peut faire pour se tester sur quelque chose tester la méthode sur quelque chose de rapide et moins exigeant, peut-être en termes, de temps ou en tout cas à moins longue échéance? Alors la première chose, toujours, hein, dans ces cas-là, quand c'est de commencer par quelque chose qui nous motive. Déjà, il faut que la méthode, l'outil et la chose qu'on a envie de tester, il faut qu'elle nous intéresse. Il faut qu'on ait une envie, déjà de base. C'est le plus important, surtout quand on n'est pas dans quelque chose qui est contraint. On n'est pas obligé de faire des changements, on n'est pas obligé de tester des choses, donc il faut qu'on en ait envie déjà. Ça, c'est la 1re chose. Ensuite, on n'est pas obligé de commencer par quelque chose de compliqué. On peut commencer par des actions simples, des outils très, très simples, pour pas, inutilement se compliquer la vie. Alors je sais que pour certains, parfois, on a envie de tout changer, en même temps, mettre en place des méthodes très compliquées, enfin très complexes, à long terme et cetera. Alors ça peut être intéressant, mais c'est pas toujours simple et il vaut mieux parfois tester des petites choses, et justement sur des périodes courtes. Ça c'est le 2e aspect, c'est de se dire, «Je vais tester des choses pas très forcément très compliquées et je vais les tester sur des temps courts». Comme ça, je me lance pas aussi dans un processus, extrêmement long, extrêmement coûteux et puis ça laisse moins de temps à la motivation de s'estomper aussi. Donc si on teste quelque chose sur 2 semaines, 3 semaines, ou même sur une semaine, c'est déjà une bonne manière de tester, de se mettre en mouvement,
sans s'engager à long terme. Et puis si, d'aventure après, la première semaine ou la deuxième semaine, ce petit test, on a envie de tester encore d'autres choses, on peut repartir sur un cycle court aussi comme ça. Et peut-être qu'au fur et à mesure, on ira sur des choses un peu plus complexes, un peu plus longues, en construisant aussi on va dire la confiance en sa capacité à gérer ce genre de projet, et à prendre le temps de réfléchir, et évidemment, le côté réflexif, il est plus rapidement fait sur des projets qui sont courts, sur des périodes courtes, que sur des projets très longs, où là, parfois, on va avoir des phases de réflexion qui sont beaucoup plus longues. Donc il faut rester, il faut trouver quelque chose qui nous motive et rester sur quelque chose de modeste. Ce sera beaucoup plus simple. Les mesures sont plus simples, les objectifs sont plus simples à déterminer quand c'est sur un temps court. Donc pour moi, l'idée, c'est déjà de partir sur des choses comme ça, et tester une chose à la fois, pas tester 50 choses à la fois. Si on a plein de choses qui nous motivent, on se dit: «Tiens, j'ai 4-5 outils que j'ai envie de tester», très bien, ça veut dire qu'on a du stock pour tester d'autres choses après. Quand on retrouvera peut-être, qu'il y aura une période un peu plus creuse, et on retrouvera une motivation dans 2 mois pour retester quelque chose, on aura déjà notre stock de prêt pour tester un nouvel outil et puis, on aura déjà un peu la méthode en place. Pour moi, franchement, c'est l'idée vraiment, c'est plutôt d'être justement sur des projets un peu en mode, des méthodes agiles et cetera. Donc des projets courts qui nous motivent et qui sont assez simples à tester avec des mesures simples et commencer comme ça avec des petits bilans intermédiaires pour pas se mettre en difficulté inutilement. Mmh. Du coup, j'ai bien envie de m'essayer à si j'avais à mener un mini projet comme ça sur cette, gestion du bruit ou en tout cas, cette identification des temps où il faudrait, du silence, c'est, déjà me lancer dans un état des lieux et d'observer ma classe et quand je prépare ma classe, me dire: «OK, ce temps-là, qu'est-ce que je veux vraiment en termes de bruit?» De 0 à 10, 0 étant, 0 bruit parce que c'est pourquoi je veux 0 bruit? Parce que c'est un temps où les élèves s'entraînent, qu'ils ont besoin de concentration et ça, rien que ça, d'observer avec cette grille que je me suis construite, de me dire: «OK, donc c'est sur ce temps-là que je veux, agir». La semaine d'après, se dire: «Bah, à chaque début de ce temps-là et seulement à ce moment-là, je dirai à mes élèves: "OK, là, on entame un temps qui va durer 20 minutes d'exercice. Pendant ces 20 minutes, je ne veux pas vous entendre" et de faire des mesures sur ce petit temps-là. J'ai l'impression que là, du coup, on se met en réussite et on teste assez vite la pertinence de ce qu'on veut mettre en place. C'est ça, il faut se mettre des objectifs, et se mettre sur des projets qui sont gérables et surtout dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est que, des petits projets comme ça permettent aussi déjà de déterminer ce qu'on veut et comment on mesure les choses. Parce que sinon, voilà, sinon on peut vite être, quand on se lance dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, on peut vite être dans une réflexion, on va se dire: «OK, alors le bruit, il y a plein de phases dans ma journée de cours, telle phase, où est-ce que je mets le bruit?» et cetera. On peut vite être dans une machine un peu compliquée où on va mettre des curseurs partout, des objectifs sur plein de temps différents et ça devient très, très complexe assez vite et donc si c'est trop complexe et trop chronophage, on va abandonner très vite et donc Ouais, c'est ça. On va c'est pas très abandonner très vite. positif, Donc si on veut se mettre en réussite et mettre en réussite nos élèves, hein, puisque c'est a priori au service de ça qu'on veut se mettre en mouvement, visons simple, heu, si on reprend, hein, cette phase d'état des lieux qui est vraiment, vraiment importante pour savoir d'où on part, identifier ce qu'on veut vraiment changer, pourquoi on veut le changer, les ressentis qu'on a, se donner un objectif, un cap et puis après, se lancer avec des petits cycles, itératifs, se donner des rendez-vous avec soi-même pour, savoir où on en est, reprendre les petites mesures, les petites coches qu'on a fait, le nombre de fois où on s'est dit: «Waouh, là, il y a vraiment trop de bruit» et puis de s'apercevoir qu'il y en a de moins en moins, et puis faire un bilan pour savoir c'est ce qu'on ça. en apprend et se remettre en mouvement parce que de toute manière, je crois que le mouvement est un peu inhérent à notre, espèce humaine, non? Ouais. Oui, puis c'est ça qui est intéressant, c'est quand on se met en mouvement, on sent qu'on progresse un petit peu et qu'on sent qu'on est capable aussi de faire des changements, en fait, c'est assez simple. Bon, on a vu, hein, dans notre échange, hein, aucune formule magique pour ce sujet de passage à l'action. Ah non, malheureusement, C'est ça, du temps à investir, des essais-erreurs sur lesquels, capitaliser,
un temps précieux qu'il nous est parfois difficile d'investir au vu de la quantité de sujets à travailler quand on est enseignant. Pourtant, comme toujours, il me semble, viser le temps long est toujours gagnant. Merci beaucoup Bastien pour cet accompagnement à la fois rassurant sur le fond tant que sur la forme. Et je rappelle que tu es, en tant que docteur en psychologie, créateur du site Se Réaliser, sur lequel on trouve tout un tas d'outils étayés par la recherche pour atteindre ses objectifs. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Merci pour l'invitation, Nathalie. Merci beaucoup Bastien.